Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux vraiment de vous accueillir aujourd'hui si nombreux, en présence, à l'Auditorium du Louvre. Donc merci à tous. Et donc pour cette première conférence de présentation de la très belle exposition événement Paris-Athènes, naissance de la Grèce moderne, que vous pouvez voir au Hall Napoléon jusqu'au 7 février. Nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Luc Martinez qu'on ne présente plus, ambassadeur chargé de la coopération internationale dans le domaine du patrimoine et président-directeur honoraire du Musée du Louvre et également commissaire général de cette exposition. Sans plus attendre, je lui laisse la parole. Merci Michel. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'avoir cette opportunité de vous présenter cette exposition qui, vous l'aurez compris, n'est pas seulement une exposition, notamment donc, pour moi, pour l'ensemble du comité scientifique et pour notamment Marina Lambrakis-Plaka et Madame Lazaridou, les deux commissaires grecs avec lesquels j'ai imaginé cette exposition. Alors, il s'agit de prendre le prétexte, il s'agissait de prendre le prétexte de deux événements concomitants. Le 25 mars 1821, date traditionnelle, commençait cette révolution en Grèce qui a conduit à l'indépendance de ce pays. Paradoxe pour une vieille civilisation qui devenait ainsi un jeune État européen. Mais le même mois de la même année, le 1er mars, très précisément 1821, entrait au Louvre la Vénus de Milo. Alors c'est le croisement de ces deux histoires que nous allons suivre pendant une petite heure et qu'on peut suivre tout au long de cette exposition, puisqu'il s'agit de comprendre ou de répondre finalement à la question toute simple, pourquoi la Grèce? Pourquoi dans un musée universel comme le Louvre, la civilisation grecque, la culture grecque, les arts de la Grèce ancienne ont pris cette place? Parce que nous l'avons choisi, mais aussi en raison de cette histoire particulière qu'il vaut la peine d'essayer de mieux connaître. Alors nous l'avons fait en suivant comme fil conducteur les relations entre la France et la Grèce. C'est la raison pour laquelle l'exposition commence en 1675 et se termine en 1919, d'une manière assez simple en effet, puisque nous suivons le parcours de cette exposition que je vous présente rapidement sur ce plan. Vous connaissez nos espaces avec leurs qualités et leurs contraintes. 4 grandes salles liées par des couloirs qui sont autant de moments qui nous ont permis ainsi de scander ce parcours par des histoires particulières. Les relations entre la France et la Grèce depuis le XVIIe siècle sont d'une telle richesse que nous avons voulu en effet nous arrêter à des moments particuliers, puisqu'une exposition, ce n'est pas un livre, une exposition, c'est fait d'objets, d'œuvres, d'art qu'on veut montrer. Alors on a pu le faire notamment en commençant par l'ambassade du marquis de Nointel. Donc nous allons rentrer dans Athènes en 1675 en suivant les traces de cet ambassadeur. Puis, de la même manière, nous suivrons l'ambassade du comte de Choiseul-Gouffier à Athènes en 1788. On a choisi ensuite, pour le temps de la guerre de libération, de regarder ce qui se passait à Paris en 1826 et 1827, à la galerie Lebrun notamment, ou au Salon, ici au Louvre. Le quatrième temps que nous suivrons dans la deuxième grande salle, c'est le choix d'Athènes en 1834 comme nouvelle capitale de cet État. Puis suivront le moment de l'exposition du Palais de l'Industrie de 1862, de l'exposition universelle de Paris en 1900, avant de terminer dans la dernière grande salle par la présentation des artistes grecs dans les expositions universelles de Paris et dans d'autres expositions. Et l'exposition s'achève par la présentation de ce groupe d'avant-garde qui s'est lui-même appelé Omada Techni, c'est-à-dire le groupe Art, en 1919 à Paris. Donc on commence par des Français à Athènes en 1675 et on termine par des Grecs à Paris en 1919. Alors, je vous invite dans ce voyage dans le temps et dans l'histoire, et nous partons en effet d'un moment où, depuis le milieu du XVe siècle, les territoires qui forment la Grèce actuelle appartiennent à l'Empire ottoman, vaste empire qui, à la fin du XVIIe siècle, atteint son apogée, et qui va donc de l'Algérie actuelle donc jusqu'aux confins du Golfe arabique.
La Grèce, dans cette période, est pour les voyageurs occidentaux sur la route menant à Constantinople ou à Smyrne. Et donc, ce que nous savons de cet empire, vu depuis Paris, c'est ce que les ambassadeurs en rapportent. Et dans la première salle, nous commençons ce voyage en montrant les œuvres que l'ambassadeur envoyé par Louis XIV, le marquis de Nointel, a rapporté de cette mission. Le marquis de Nointel, vous savez sans doute que la France a des relations privilégiées avec l'Empire ottoman, aux grandes dames d'ailleurs des autres puissances catholiques européennes, puisque depuis François Ier, la France entretient des relations régulières avec l'Empire ottoman. Donc se rendant à Constantinople, cet ambassadeur passe par Athènes en 1675. Il en a rapporté un certain nombre d'antiquités et il a commandé un certain nombre d'œuvres d'art. Il s'était entouré de dessinateurs, de peintres, mais aussi de traducteurs, d'érudits. Vous savez sans doute que le célèbre Antoine Galland, celui qui a composé Les Mille et une Nuits, faisait partie de cette ambassade. Donc l'ambassadeur, vous le voyez ici, dans ce grand tableau, première prouesse de l'exposition, d'avoir fait venir ce grand tableau qui est propriété du musée de la ville de Chartres, mais qui est présenté depuis plus de 60 ans à Athènes, au musée de la ville d'Athènes, un très très grand tableau qui montre cette ambassade exceptionnelle du marquis de Nointel à Athènes. Vous le voyez ici en cafetan rouge, entouré de sa suite, devant ce qu'est la ville d'Athènes, plus exactement le village d'Athènes, donc en cette fin du XVIIe siècle, puisque la ville doit compter quelques milliers d'habitants seulement, peut-être 3000 à peine, et vous voyez, elle s'étend au flanc nord de l'Acropole. C'est une petite ville ottomane, avec ses mosquées, ses minarets, ses médersas, son bazar, et comme vous le voyez sur cette vue de détail, l'Acropole a été transformée en garnison, avec une mosquée de la garnison, qui est le Parthénon, transformée donc en mosquée, après avoir été transformée en église. Alors, pour les érudits, je signale en effet que dans le milieu qui suivait l'ambassade Nointel, un peintre qu'on appelle donc l'anonyme de Nointel, dans la mesure où, nous le savons, Nointel était entouré de 2 peintres, et qu'entre Jacques Carré et Arnould de Vuez, nous ne savons pas qui a à la fois peint ces tableaux et qui a composé ces carnets de dessin. À la Bibliothèque nationale de France, vous avez à l'écran ici un document exceptionnel qui est présenté à l'exposition, qui sont les dessins donc rassemblés par un des dessinateurs qui suivait donc cette ambassade et qui a accédé au Parthénon donc en 1675. Sans doute avec des échafaudages, et qui a pu, comme cela, dessiner l'ensemble donc du décor du Parthénon, à la fois les métopes, les frontons. Or, vous le savez peut-être, le Parthénon a ensuite connu une dégradation importante en 1687, donc quelques années plus tard. Il a explosé sous le coup donc d'une attaque des Vénitiens, et donc c'est un témoignage unique de l'état du décor du Parthénon avant son explosion, donc un document très, très précieux. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'au-delà de cette documentation que le marquis de Nointel a rapportée en France, il a rapporté également des œuvres. Alors, ça nous permet de présenter un premier temps de l'archéologie, qu'on pourrait qualifier d'une archéologie diplomatique ou consulaire. Ce sont en effet les ambassadeurs, les consuls qui rapportent en France les premiers objets archéologiques, un peu partout d'ailleurs de l'Empire ottoman, avec la volonté aussi de contourner les intérêts pontificaux. Je vous rappelle que les interdits pontificaux font que l'exportation des antiquités d'Italie est interdite et soumise à l'autorisation du pape, et un peu d'une manière particulière, la France, finalement, en développant les fouilles, en France même, je pense à la Vénus d'Arles, découverte exactement à cette période, ou en allant se fournir dans l'Empire ottoman, cherche ainsi donc à éviter les interdits pontificaux. Quoi qu'il en soit, vous avez à l'écran un certain nombre d'œuvres qui sont arrivées en France à la fin du XVIIe siècle grâce à cette ambassade. Ce sont donc parmi les plus anciens objets d'art grec arrivés en France, venant de Grèce, et comme vous le voyez, ce sont essentiellement des stèles funéraires et des inscriptions. Ce temps de l'archéologie diplomatique est aussi le temps d'une archéologie philologique, c'est-à-dire qui s'intéresse au texte. Il s'agit d'un moment où on ne cherche pas à rapporter de Grèce des beaux objets, mais à rapporter des documents d'histoire. Il s'agit de faire encore le temps de l'histoire de la Grèce antique. Alors cette province est en effet une province de l'Empire ottoman, mais qui a une caractéristique, c'est qu'elle est dirigée par un ethnarque, un chef de la communauté, qui est le patriarche de Constantinople, puisque ce qui caractérise bien entendu ces provinces, c'est la présence d'une communauté chrétienne. Donc être grec au XVIIe, au XVIIIe siècle, c'est être
grecque orthodoxe et être sous la juridiction, donc en ces terres d'islam, du patriarche donc, de Constantinople. C'est la raison pour laquelle peut-être une des sections qui surprendra le plus nos visiteurs est la deuxième partie de cette première grande salle où nos collègues grecs ont souhaité rassembler le fruit de leurs travaux, c'est-à-dire présenter d'une manière exceptionnelle, c'est la première fois en France qu'une telle réunion de chefs-d'œuvre est rendue possible grâce à la générosité des musées grecs, vous le voyez, une évolution de l'art de l'icône à l'époque dite post-byzantine, enfin byzantine et post-byzantine, manière de rappeler qu'à partir du milieu du XVe siècle, à partir de la prise de Constantinople en 1453 par les Turcs ottomans, ces régions deviennent ottomanes. Pour autant, la production d'icônes et la peinture ne cessent pas pour autant. Généralement, nous connaissons un peu la peinture d'icônes médiévale, celle surtout donc, de l'époque des paléologues. La peinture post-byzantine est moins connue en France, pour autant vous allez voir que vous connaissez certains de ces peintres, et je le répète, c'est une réunion exceptionnelle. Notamment est venue pour la première fois en France cette grande icône de procession que vous avez ici sur l'écran à droite, de Castoria, donc nous sommes en Macédoine, donc dans le nord de la Grèce, qui est une œuvre exceptionnelle, d'abord par son ancienneté, sans doute de la fin du XIIe siècle, icône de procession, donc biface, avec une Vierge odigitria, donc qui montre le chemin, c'est ce geste de l'iconographie byzantine où la Vierge montre l'enfant Jésus, et de l'autre côté, vous le voyez, un Christ de pitié, ce qui montre, dès la fin du XIIe siècle, que la peinture d'icônes et les peintres d'icônes connaissent parfaitement la tradition moderne occidentale, je dis moderne, non pas comme un jugement de valeur, mais pour reprendre le vocabulaire latin de la peinture moderne, à savoir, vous le voyez, ce thème du Christ de pitié, la représentation de la douleur, ne sont pas présents dans la tradition byzantine, et c'est bien donc la preuve de contact avec la peinture occidentale. De la même manière, donc, nos collègues grecs ont prêté des œuvres exceptionnelles de l'école crétoise et ionienne. Vous avez sur l'écran ici en haut à gauche un des chefs-d'œuvre des collections publiques grecques du peut-être plus important représentant de la peinture d'icônes post-byzantine, en tout cas à ses débuts, à la fin du XVe siècle. Il s'agit donc d'Angelos Akotantos, donc c'est une icône qui est signée, ce qui est assez exceptionnel, signature en bas à droite, vous voyez ce Christ en majesté, là aussi, donc en cette fin du XVe siècle, vous le voyez, ce peintre, Angelos, assez rare, donc connaît parfaitement la perspective, la manière dont, dans la peinture notamment du nord de l'Italie, par exemple, le trône de gloire est représenté. Alors, vous connaissez un de ces artistes, donc grecs, en contact avec l'art occidental, notamment grâce à l'école crétoise et son plus important représentant qui est le Gréco. Autre prêt exceptionnel de nos collègues grecs est présenté à l'exposition, donc ce très rare tableau du Gréco, antérieur à son voyage à Venise de 1567. Vous savez qu'à l'époque, donc, la Crète est vénitienne, depuis donc le XIIIe siècle, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Gréco part à Venise. Donc s'il a travaillé dans l'atelier du Tintoret, si ensuite seulement il part en Espagne, c'est bien parce que la Crète est en relation permanente avec l'Italie du Nord. Très rare Gréco qui vient de la cathédrale de Syros, donc sur la ville d'Hermopolis, et qui est un des 3 Gréco conservés en Grèce, et le seul véritablement à être signé, vous voyez là, dans le détail de ce tableau, donc sur la petite fontaine au premier plan devant le corps de la Vierge, la signature du Gréco. Et là, vous le voyez aussi en cette fin du XVIe siècle, enfin deuxième moitié du XVIe siècle, l'iconographie est celle de la Dormition de la Vierge, donc une icône de dévotion qui correspond bien aux 12 fêtes principales du calendrier liturgique orthodoxe. Pour autant, donc la manière de représenter cette Dormition, avec notamment l'architecture ou la manière dont le Gréco peint ici les anges et l'élévation de l'âme de la Vierge est empruntée à la tradition occidentale. Donc vous voyez cet art de l'icône et cette culture grecque moderne des XVIe, XVIIe
XVIIe et XVIIIe siècle, elle est déjà en contact avec le monde occidental. Je ne vais pas être trop long pour vous montrer quelques exemples. Vous avez ici deux peintres très très différents, hein, dans une tradition un peu archaïsante. Vous voyez aussi que ces artistes, quand Venise va tomber sous la domination ottomane, la plupart de ces artistes vont fuir et s'installer dans les îles ioniennes, donc Zante, Ithaque, Céphalonie, c'est-à-dire les îles qui se trouvent sur la côte ouest de la Grèce actuelle et qui restent des îles vénitiennes. Voilà un magnifique peintre également, et vous voyez combien ces artistes connaissent à la fois la peinture vénitienne. Vous voyez qu'il y a dans ce Saint-Jacques quelque chose de Crivelli, dans la sécheresse, la représentation des mains par exemple, et en même temps vous voyez, je vous ai donné ce détail du vêtement liturgique de ce Saint-Jacques, pour montrer combien, par la gravure, donc ces artistes grecs ioniens d'icônes connaissent parfaitement l'art occidental contemporain. Et vous voyez que nos collègues grecs ont prêté des œuvres étonnantes qui montrent qu'au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, l'art de l'icône n'est pas du tout figé, qui est une idée fausse que parfois nous avons en Occident, et que notamment par l'art de la gravure, vous voyez, il y a cet étonnant petit tableau qui montre Jonas sortant de la baleine et qui est une icône grec, mais d'après donc une gravure flamande. De la même manière, vous avez ici un des représentants de cette peinture d'histoire du début du XIXe siècle. Pour dire, vous le voyez, cette évolution de l'icône et de l'art de la peinture, c'est pour rappeler aussi qu'à l'époque ottomane, l'art grec de tradition donc byzantine n'est pas resté figé, et c'est en contact avec cet art grec que les visiteurs occidentaux qui traversent l'Empire ottoman sont régulièrement. Alors, c'est l'occasion d'évoquer un deuxième personnage de notre histoire. Je vous ai parlé et donc d'une deuxième ambassade française, un siècle à peu près après celle du marquis de Nointel. Nous sommes très exactement en 1788-1789, donc à la veille de la Révolution française. Et vous voyez ici, dans une de ces vues de l'exposition, un personnage clé de notre histoire des relations entre la France et la Grèce. C'est le consul général de France, Louis-Sébastien Fauvel, que vous voyez sur cette reproduction d'une estampe qui était à la Bibliothèque nationale de France, donc, et qui accompagnait donc le comte de Choiseul-Gouffier, cette fois-ci ambassadeur de Louis XVI. Louis XVI donc envoie en 1788 cet homme, le comte de Choiseul-Gouffier, qui est accompagné de ce personnage qui va jouer un rôle clé dans l'histoire donc des relations entre la France et la Grèce. Le comte de Choiseul-Gouffier avait été choisi parce qu'il était déjà allé en Grèce en 1782. Il a été l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Le voyage en Grèce », qui est un des premiers ouvrages d'appel à de ce qu'on a appelé ce mouvement philhellène, c'est-à-dire de soutien à la Grèce. Choiseul-Gouffier considère que son gouvernement, le gouvernement de Louis XVI, qui est en train d'aider et qui a aidé donc les États-Unis à devenir donc un pays indépendant. Donc, Choiseul-Gouffier demande au gouvernement de Louis XVI d'aider la Grèce donc à devenir un pays indépendant. Alors, il se trouve que cette ambassade est finalement interrompue par la Révolution française, puisque Choiseul-Gouffier est un noble et que donc il est déclaré immigré en 1792, que ses biens sont saisis et que le pauvre Louis-Sébastien Fauvel se retrouve un peu tout seul à Athènes. Et du coup, il devient un de ces personnages donc de l'Athènes de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, dont on connaît le cadre de vie. Et vous voyez ici apparaître un des premiers costumes que nous présentons dans cette exposition. Donc, je pense que ça a surpris plus peut-être d'un des visiteurs, puisque pour rendre compte de cette identité culturelle, grâce à Xenia Politou, ma collègue au musée Benaki, nous avons pu ainsi présenter aussi l'évolution du costume grec. Et vous avez ici un costume très très rare des collections du musée Benaki de la fin du XVIIIe siècle ou du tout début du XIXe siècle, qui est un costume de femmes, de ces femmes qui travaillent, donc des villages albanophones, donc des environs d'Athènes, qui est un costume parce que ces femmes travaillaient, parce qu'elles sortaient, qui a été donc dessiné et visible par les artistes occidentaux. Vous le voyez ici donc dans ce détail de la gravure de l'estampe dont je vous parlais, où on voit donc Louis-Sébastien Fauvel, et vous avez un dessin ici à l'écran sur votre gauche qui montre ce même type de costume dessiné par Papetit dans les années 1846-1847. Je reviendrai sur le voyage de Papetit dans un instant. Alors si je vous présente ce costume, c'est pour dire que bien entendu, voilà l'ambiance dans laquelle donc vivent donc ces étrangers à Athènes, c'est-à-dire essentiellement donc
un village ottoman comme les autres. Alors ce Louis-Sébastien Fauvel, il a un rôle très particulier parce qu'il obtient l'autorisation exceptionnelle de fouiller sur l'Acropole en 1788, très précisément. Et donc pour la première fois, donc, ce sont des Français qui fouillent sur l'Acropole. Il obtient à la fois l'autorisation de mouler le décor du Parthénon, ce qui vaut à la France d'être le premier pays et à l'atelier de moulage du musée du Louvre, quand le musée du Louvre est créé par la Révolution. C'est qu'une des premières choses que le Louvre fait, c'est de créer un atelier de moulage pour diffuser donc les œuvres d'art. Et grâce à l'atelier du Louvre, les creux qui avaient été envoyés par Fauvel, notamment donc de l'ensemble des métopes, du Parthénon, ou de la frise du Théséion, donc le temple le mieux conservé d'Athènes, donc sont montrés au Louvre de manière assez éphémère, puis dans un musée d'architecture qui est présenté de l'autre côté de la Seine, et ensuite donc diffusés dans le monde entier. Donc ces fouilles ont eu un impact très important parce qu'il faut savoir qu'en cette fin du XVIIIe siècle, personne n'a accès à l'Acropole, personne ne visite l'Acropole. C'est une forteresse ottomane, et c'est par le moulage, et c'est la raison pour laquelle nous présentons donc ces tirages anciens donc d'après les creux de Fauvel, que ce décor est connu. Mais comme vous le savez sans doute, Fauvel va plus loin puisqu'il obtient l'autorisation de prélever des fragments qui étaient tombés au sol, donc depuis l'explosion de 1687 à laquelle j'ai fait allusion, et c'est ainsi donc arrive au Louvre, saisie de la collection Choiseul-Gouffier, la plaque des Ergacines ou la 10e métope sud, ce qui vaut au Louvre en 1800 d'être le premier musée au monde à présenter des originaux du Parthénon. C'est ce même Louis-Sébastien Fauvel qui a vendu donc des collections au deuxième directeur du musée du Louvre, le comte de Forbin. Voilà quelques œuvres exceptionnelles que le comte de Forbin en 1817, après les restitutions liées à la chute du Premier Empire, a pu acheter à Athènes. Donc le comte de Forbin, le successeur de Vivant Denon, est allé en Méditerranée orientale pour acheter des collections pour le Louvre. Et comme vous voyez, il a acheté des œuvres à Fauvel, notamment donc, ces deux merveilleux vases attiques, donc, où ce petit fragment de tête qui s'est révélé être un fragment d'une statuette dont le corps a été trouvé ensuite sur l'Acropole. Donc deux moments particuliers, vous le voyez, de l'histoire de l'archéologie, liés à deux ambassadeurs, donc Nointel sous le règne de Louis XIV et Choiseul-Gouffier sous le règne de Louis XVI, dans une région traversée donc, pour se rendre à Constantinople. La deuxième partie de l'exposition est naturellement consacrée à la guerre de libération et à ce phénomène qu'on a appelé le philhellénisme. Comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, cette guerre commence... Bon, le roman national, c'est une des deux fêtes nationales grecques, l'a fait commencer le 25 mars 1821, même si nous savons aujourd'hui, bien entendu, que des troubles et des événements ont commencé dès la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1770-1780, plus ou moins suscités par la Russie, qui cherche à accéder au détroit et en mer Méditerranée, et que des troubles ont commencé dès les années 1820, donc avant la date officielle du 25 mars 1821. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas cherché à évoquer l'ensemble de la guerre de libération, mais d'évoquer un moment particulier, un moment français dans cette histoire de la guerre de libération, qui est ce qui se passe à Paris dans les années 1826-1827. Alors en effet, cette histoire est assez complexe, vous savez, de guerre. Au début d'ailleurs, les révoltés grecs ne sont guère soutenus, ni par l'Église orthodoxe, qui au début excommunie donc les premiers révoltés, ni par les Occidentaux qui voient d'un très mauvais œil donc ces révoltés donc, qui ne soutiennent pas. Alors le tournant a lieu dans les années 1824-1826 avec des massacres assez importants. Vous connaissez sans doute tous le massacre de Scio et le siège de Missolonghi qui dure 2 ans et qui s'achève donc en 1826 par la déportation et l'assassinat d'une partie de la population. Donc ce sont ces événements où finalement l'Empire ottoman est en train de mater cette révolution. Donc entre 1824 et 1826, les Grecs sont en train de perdre la guerre. Et c'est ce qui provoque la réaction donc, des 3 puissances qui vont aller au secours donc, de ces révoltés grecs, que sont la France, l'Angleterre, le Royaume-Uni et la Russie. Et donc côté français, après une mobilisation intellectuelle sans précédent, on a pu dire que cette guerre de libération de la Grèce, en tout cas pas le début, mais les années 1824-1826, c'est le premier droit d'ingérence donc, du droit international. Donc les Français, les Russes et les Anglais se sont sentis investis d'une mission donc vis-à-vis de ces populations. Alors,
c'est aussi une mobilisation exceptionnelle d'intellectuels. Vous entendrez dans l'exposition, parce qu'il y a en plus des costumes, des dessins, des peintures, des sculptures, il y a aussi de la musique. Donc vous entendrez du Berlioz là. Il y a en effet de Berlioz à Chateaubriand, en passant par Lord Byron, une mobilisation au Victor Hugo des intellectuels de ce temps. Alors, ça a été aussi une vraie mobilisation populaire. Le musée Benaki a présenté, par exemple, dans notre exposition, 2 petits objets assez modestes, hein, un éventail, une boîte qui recueillait des couvercles, pour rappeler, en effet, que ce philhellénisme est passé par des ventes d'objets, d'almanachs, de petits objets quotidiens, où, finalement, tout le monde pouvait contribuer à cette guerre. Mais bien entendu, alors, avec des événements qui sont ensuite passés dans le roman national. Hein, voilà 2 tableaux d'un des premiers grands peintres grec, Vrissakis, qui dans les années 1850-1860 donc montre les événements dont je vous ai parlé, notamment le siège de Missolonghi, ici Lord Byron arrivant à Missolonghi, et puis donc la percée du siège en 1826. Alors vous voyez, c'est devenu un vrai roman national, hein, mais Jésus-Christ lui-même en personne qui aide les Grecs cette fois-ci. Mais revenons à ce qui se passe à Paris, parce que l'exposition a voulu faire un point sur ce que nous savons donc de cette exposition au profit des Grecs qui eut lieu à Paris dans la Galerie Lebrun en 1826. Et le tableau, bien entendu, le plus célèbre de cette exposition, donc exposition rassemblant des œuvres vendues au profit donc, des Grecs. Le tableau le plus célèbre, c'est ce merveilleux tableau de Delacroix, donc présenté lors de cette exposition en 1826, qui est aujourd'hui conservé dans les collections du musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Une occasion aussi de les remercier à nouveau. Je dis à nouveau parce que ce tableau était déjà venu pour la grande rétrospective de Delacroix il y a quelques années. Alors, petite nouveauté, vous le voyez, depuis, un conservateur du Louvre, Jean-Baptiste Clay, en étudiant les objets dits marocains possédés par le Musée national Eugène Delacroix, s'est rendu compte que ce cafetan, qui est dans les collections, qui est un cafetan ottoman, qui est dans les collections du Musée national Eugène Delacroix, donc n'est pas un objet marocain, mais a sans doute été acheté donc, à Paris en 1820. Donc c'est peut-être le cafetan qui a servi de modèle donc, à ce tableau allégorique qui a eu une retombée, une renommée immédiate, parce que, alors que Delacroix n'était jamais allé en Grèce, il a trouvé finalement la forme allégorique. Il est intéressant aussi que dans cette histoire de la Grèce est une femme. Donc, est une femme, et cette allégorie, vous le voyez, même s'il emprunte à l'art de l'allégorie tout à fait classique, hein, une femme très blanche, donc avec cette révélation d'un début de nudité, il essaye de le montrer avec des éléments qui sont propres à cette culture d'accessoirisme. Hein. Ces peintres travaillent avec, en effet, des éléments probables. Vous voyez que notamment ce cafetan est en effet un cafetan ottoman, comme je vous l'ai dit, comme la chemise, même si, d'un point de vue de l'art du costume, espèce de petit fichu qu'a sur la tête, les spécialistes de costumes grecs du 19e siècle disent que c'est complètement improbable. Pour autant, vous le voyez, ce mélange d'éléments réalistes, d'accessoires réalistes et d'allégories font la force de cette image, qui est une image assez crue. Je vous invite à revoir ce tableau, notamment avec ce contraste entre le guerrier ottoman en noir à l'arrière-plan et cette femme blanche donc au premier plan, et à l'arrière-plan sur notre gauche, les têtes coupées que vous devinez à peine ici sur cette reproduction, ou le sang qui a giclé au premier plan ici sur ce pavé. Donc une image très crue, hein, qui montre aussi que c'est parce que ces massacres ont été particulièrement terribles, et notamment le massacre des femmes et des enfants à Missolonghi, que l'opinion internationale s'est mobilisée. Voilà donc une des images les plus iconiques de cette révolution, alors que, je le répète, Delacroix n'est pas allé en Grèce. Mais vous voyez, cette image a finalement la force donc, de l'art. De la même manière, c'est sans doute au salon de 1827, même s'il est présent dans le salon, mais donc il semble que l'œuvre elle-même n'était pas présente finalement, donc David, celui qu'on appelle David d'Angers, a composé cette autre œuvre célèbre, donc, qui est l'œuvre qui a été conçue pour le tombeau donc d'un des héros de cette guerre grecque de libération, Marcos Votsaris, donc cette jeune fille grecque qui, dans le plâtre original que le musée David d'Angers a prêté à l'exposition, montre du doigt le nom donc, de ce héros, alors que dans la version finale, donc, il a préféré y mettre le nom Liberté en grec, Eleftheria.
Donc il y a eu un moment parisien, vous voyez, de mobilisation, et également au salon de 1827. Je vous montre simplement cet extraordinaire tableau aussi, pour montrer que cette génération romantique, il y aurait à chercher à comprendre pourquoi cette génération romantique s'est mobilisée au profit de cette cause. Ici, Bonnefond, tableau présenté au salon au Louvre en 1827. Donc pendant quelques années, entre 1826 et 1827, les sujets à la grecque, d'une forme d'idéalisation. C'est pas injure de dire que Marcos Botzaris ne devait pas ressembler à cet éphèbe en train de mourir ici, qu'a suscité la compassion. Alors après ce moment à la fois de mobilisation, d'émotion des années 1824-1826, c'était l'occasion de rappeler que ce temps de la guerre a été aussi le moment d'un deuxième temps de l'archéologie, d'une archéologie liée aux expéditions militaires, à la présence des militaires. Après le temps, à la fin du XVIIIe siècle, d'une archéologie liée à la présence des ambassadeurs, voilà le temps des expéditions militaires, et c'est l'occasion de rappeler dans quelles circonstances la Vénus de Milo est arrivée au Louvre, puisque si en avril 1820, des militaires français, un officier de la marine française est présent quand la Vénus de Milo est découverte par un paysan sur cette terre, c'est tout simplement parce qu'il y a, la police aurait dit la même chose, une flotte militaire française à Milo. Alors qu'est-ce que fait la flotte militaire française à Milo en 1820 ? Si vous regardez le détail des comptes, Milo c'est la plus occidentale des Cyclades, et bien entendu toutes les armées occidentales qui vont vers l'Empire ottoman dans ce moment de troubles, passent par Milo. Donc ce n'est pas un hasard si des militaires français se trouvaient à Milo, et cette découverte de la Vénus, qui est rocambolesque, si ça vous intéresse, j'approfondirai lundi prochain cet épisode, a donné lieu à une véritable rivalité dans ce contexte de guerre, puisqu'on a pu rassembler ici, à l'exposition, un certain nombre d'œuvres découvertes avec la Vénus de Milo, après la Vénus de Milo qui est devenue tout de suite une icône du musée du Louvre, puisque son image est diffusée de nouveau par le moulage, ici un moulage de l'Université de Montpellier. Il faut savoir que les ateliers du musée du Louvre ont tout de suite moulé cette œuvre, et son image a été diffusée dans toute la France. Il n'y avait pas un musée en France, une école de dessin qui n'avait pas sa Vénus de Milo. C'est comme ça que finalement on a fabriqué en quelque sorte ce chef-d'œuvre. Mais vous voyez qu'on a rassemblé ici des œuvres moins connues qui sont aujourd'hui à Leyde, aux Pays-Bas, au musée de l'Université de Leyde, qui ont été trouvées sur le site où a été trouvée la Vénus de Milo dans les années 1824-1825, où on a pu aussi emprunter au musée de Berlin. Cette Hermès, est aujourd'hui dans les collections de l'Altes Museum, qui a été trouvée exactement dans les mêmes années. C'est-à-dire que chaque puissance occidentale a voulu avoir des objets venant de Milo. Donc une première rivalité entre puissances européennes dans ce contexte de guerre. C'est également dans ce contexte de guerre qu'il faut replacer l'expédition scientifique de Moret. À la suite du siège de Missolonghi, les trois puissances occidentales que j'ai déjà citées vont engager la lutte contre l'Empire ottoman. Et c'est la célèbre bataille de Navarin d'octobre 1827. Et les Français envoient un corps expéditionnaire, de 1828 à 1833, pour libérer le Péloponnèse, qu'on appelle à l'époque la Morée. Cette expédition de Morée, dans le Péloponnèse, ce sont les Français qui ont libéré le Péloponnèse. Et cette expédition, qui est d'abord une expédition militaire, est accompagnée par des scientifiques, à l'image de l'expédition scientifique d'Égypte de Bonaparte, des botanistes, des spécialistes de la faune, de la flore, des architectes, des dessinateurs, des archéologues. Et cette expédition a donné lieu à des publications, énormes livres, publiés dès les années 1830, tout début de la décennie 30, avec la volonté d'établir un savoir sur ce que, mais pas seulement, vous l'avez compris, en architecture, en archéologie, dans tous les domaines de la science de l'époque. Et c'est à cette occasion que les Français sont les premiers à fouiller le site d'Olympie. Donc les Français sont souvent les premiers partout, ils ne sont pas toujours ensuite, ils ne gardent pas toujours cette position. Donc la France a été la première nation à fouiller l'Acropole en 1788 et a été la première nation à fouiller le site d'Olympie en 1828. Ce qui nous vaut en France, vous le savez sans doute, la présence de rares fragments du temple de Zeus à Olympie, ce sommet de la sculpture grecque vers 460 avant Jésus-Christ. Je vous présente ici un des fragments de ces métopes avec les têtes d'Héraclès, qui sont un don de la Grèce à la France, du Sénat hellénique à la France après cette expédition.
Occasion de rappeler que pour ceux qui cherchent des critères parfois, donc expédition militaire n'est pas toujours synonyme donc de pillage, puisqu'ici il s'agit d'un don en remerciement donc de cette œuvre de libération. Donc il était intéressant d'évoquer ce temps d'une archéologie et d'expéditions qui suivent donc les progrès et le développement de la guerre dans les années 1820-1830. La troisième section est consacrée donc à ce moment particulier où ce jeune État grec choisit Athènes comme capitale en 1834. Alors, il ne faut, je ne vais pas être trop long, mais cette histoire est en effet étonnante. D'abord parce que les Grecs ne se sont pas révoltés pour avoir une monarchie. À l'origine, ils imaginaient une république, et c'est bien parce que donc il y a eu à l'intérieur de cette guerre d'indépendance une forme de guerre civile, donc que les puissances alliées s'entendent pour imposer à la Grèce un monarque. Alors, ils s'entendent et s'accordent pour que ce soit ni un Français, ni un Anglais, ni un Russe, et donc on va choisir un jeune homme qui a 17 ans, qui est le fils cadet du roi de Bavière, du prince de Bavière, et qui s'appelle Othon. Donc il va devenir le premier roi de Grèce, Othon Ier, de 1832 à 1834. Et c'est Othon donc, qui va épouser une princesse allemande qui s'appelle Amalia, donc le premier couple royal, c'est Othon Ier et la reine Amalia, donc vont choisir Athènes comme capitale. À l'époque, Athènes est toujours une toute petite ville ottomane, donc peut-être 5000 habitants dans les années 1830, et la première capitale qui avait été choisie, c'est Nauplie. Alors pour ceux qui connaissent Nauplie, vous vous rendez compte que ça, c'était pas très très grand, et que Athènes était plus petite que Nauplie. Et alors c'est un moment particulièrement important à comprendre, parce que l'origine bavaroise d'Othon explique la présence donc d'artistes qui proviennent donc de Bavière. Je vais y revenir un instant. Donc ce nouvel État a tout à imaginer, tout à construire, et a inventé donc une nouvelle capitale, une nouvelle architecture, a inventé une imprimerie nationale, a inventé une bibliothèque, une université. Ils ont à créer un costume national, à créer et à recréer une langue aussi, donc grecque moderne. Oui, c'est un moment foisonnant, très intéressant à observer, et on a voulu le faire dans cette deuxième grande salle, grâce à nouveau à des prêts exceptionnels du musée Benaki, parce qu'il nous a semblé que le costume était un des moyens de mieux comprendre la création de toute pièce de cette identité nationale grecque moderne. Vous le voyez ici à la fois avec ces portraits ou avec ce type de costume de cour qu'on appelle les costumes d'Amalia. C'est-à-dire que c'est la reine Amalia qui met au point ce costume pour se présenter, parce que, vous comprenez, nous sommes au XIXe siècle, il faut se présenter à la reine, mais dans quel costume? En empruntant des éléments aux costumes, à certains costumes nationaux grecs, vous voyez, ces femmes portent un fez, ou elles portent un châle, comme vous voyez sur cette peinture ou sur ce premier costume ici à gauche, qui est une référence très précise à une des héroïnes de la Révolution grecque, qui est la Bouboulina, qui est d'Hydra, donc de l'île d'Hydra. Donc ce châle est une citation très précise du costume de l'île d'Hydra, comme l'est aussi ce petit boléro. En revanche, vous voyez que ces éléments, fez ou châle d'Hydra, sont portés avec une jupe en soie européenne, donc à la mode de Biedermeier, on est là dans la Munich des années 1830. Donc mélange, vous le voyez, création de toute pièce d'un costume national qui est aujourd'hui toujours considéré comme un costume national grec et qui est une invention donc de cette reine allemande Amalia. De la même manière, donc, on pourrait faire le même développement sur le costume masculin, le costume masculin que vous voyez ici dans les photographies. Donc cette fustanelle est une invention imaginée pour le roi Othon Ier. Donc cette fustanelle, c'est un élément qui existe dans le costume traditionnel grec, mais qui n'était pas porté autrement que dans certaines circonstances militaires. Et là, il devient donc le costume national grec. Alors ce roi Othon, j'évoque rapidement ici son destin, puisque, comme vous le voyez ici dans les caricatures de Daumier, les Français sont toujours cruels, donc on voit en effet ce pauvre roi Othon perdre son trône, pour des raisons très intéressantes, puisqu'il prétend dès les années 1840-1850 être non pas le roi de la Grèce, mais le roi des Grecs. Or ce n'est pas la même chose. Roi de la Grèce, ça signifie roi de l'État qui a été reconnu indépendant, alors que roi des Grecs, ça signifie roi qui rassemblerait un jour l'ensemble des gens de langue grecque. Or,
où se trouve la principale communauté grecque? À Constantinople, la deuxième à Smyrne, la troisième à Alexandrie. Donc se proclamer roi des Grecs, c'est prétendre en effet un jour rassembler l'ensemble des gens parlant le grec. C'est ainsi que donc le pauvre roi Othon est condamné à l'exil en 1862 et que les Alliés s'entendent pour imposer une autre dynastie qui a régné jusque dans les années 1970 du Danemark. Il s'agit donc du deuxième roi du deuxième couple, le roi Georges Ier de Grèce, et qui épouse une princesse russe, donc la reine Olga, qui est donc la deuxième reine de Grèce. Ce couple s'est un peu mieux implanté dans le monde grec, dans la mesure où, bien entendu, comme vous pouvez le soupçonner, la reine Olga était orthodoxe de tradition, et donc les enfants royaux ont été élevés dans l'orthodoxie, ce qui n'était pas le cas du roi Othon Ier, qui était resté catholique. Si j'évoque ce deuxième couple royal, c'est que lui aussi, il a eu à réinventer ou à inventer un costume national, et voilà un des traits les plus exceptionnels de l'exposition, qui est cette tenue de cour qui a appartenu à la princesse Marie Bonaparte, donc qui était la belle-fille, une des belles-filles donc, de la reine Olga dont vous venez de voir la photographie, donc princesse française qui a épousé donc un prince de Grèce, femme exceptionnelle, il mériterait plusieurs conférences à elle seule, donc psychanalyste, élève de Freud, qui a écrit sur la sexualité féminine, et vous voyez ici pour la première fois sort de Grèce en costume de cour, donc élaboré à la fin du XIXe siècle, au tout début du XXe siècle, qu'elle portait pour la présentation à la cour. Et comme vous le voyez, donc les membres de la famille royale avaient donc cette bordure rouge, alors que les femmes qu'on présentait à la cour devaient porter d'autres couleurs. Quoi qu'il en soit, vous voyez ici donc cette veste donc de 3/4, donc qui est portée à mi-cuisse, qui est une citation du vêtement que je vous ai présenté tout à l'heure, donc des villages albanophones de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Donc là aussi, donc emprunt d'un élément de la tradition grecque, mais pour le reste, vous le voyez, c'est une robe sans corset qui libère le corps. On est à la mode 1900 avec des motifs néoclassiques de palmettes et de grec. Voilà, de nouveau, l'invention d'un nouveau costume national. Alors ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, non seulement ces souverains, que ce soit Othon puis Georges, ont tout à inventer, mais ils ont aussi à former une école, donc une académie. Donc Othon crée une académie et envoie des artistes grecs, des jeunes artistes grecs, peintres, sculpteurs. Beaucoup sont originaires de Tinos, c'est intéressant de le souligner, donc à Munich, tout simplement parce que donc il est originaire de Munich. Et donc ça donne lieu à ce qu'on a appelé l'école de Munich. Donc les premiers artistes grecs sont en effet formés dans les années 1850-1860 et reviennent en Grèce dans ces années-là. Donc c'est le cas de la plupart des sculpteurs formés à Munich. Le plus célèbre et le plus important d'entre tous, c'est donc Léonidas Drossis, dont vous avez la Pénélope, près là aussi exceptionnelle de la Pinacothèque d'Athènes, qui est une commande du roi Georges Ier pour le palais royal, donc ça vous donne une idée de ce qu'est cette école de sculpture néoclassique, donc d'inspiration allemande. Vous voyez ici le modèle à la fois emprunté à un antique, l'Aphrodite du Capitole qui était attribuée à Phidias et que Canova a déjà utilisé pour son portrait de Madame Mère, donc pour Laetitia Bonaparte. Et vous avez aussi, cette exposition a été l'occasion de redécouvrir un des sculpteurs les plus étonnants, les plus émouvants de l'art grec de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui est Chalepas, qui a une grande partie de sa vie malheureusement souffert de troubles mentaux, et qui connaît assez bien, lui, même s'il a été formé en Allemagne, la sculpture française de ce temps. Parmi les peintres appartenant à cette école de Munich, le plus important d'entre tous, c'est Niképhoros Lytras, qui est originaire de Tinos. Donc, vous voyez ici un des tableaux d'histoire, un des rares tableaux d'histoire, parce que nous allons voir ensemble dans un instant que cette peinture grecque de la deuxième moitié du XIXe siècle est essentiellement une peinture de genre. Donc le sujet même est un sujet à la grecque. Vous voyez, c'est Antigone découvrant le corps de Polynice. Il est intéressant de constater que dans cette école néoclassique munichoise, d'artistes grecs formés à Munich, on sent et on comprend l'influence de Courbet qui était passé à Munich. Et avec notamment un espèce de goût pour une palette très sombre, donc à base de noir et de marron, mais aussi avec certains détails réalistes. Alors cette école de Munich
Munich, elle est beaucoup plus complexe, bien entendu, que les quelques mots que je viens d'en citer. Je voudrais signaler ici un artiste merveilleux que, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller découvrir, qui est Nikolaus Gysis, qui est l'autre grand peintre donc, de cette école de Munich, qui à la fin de sa vie, donc dans les années 1890, 1900, donc devient, après une crise mystique, devient un peintre symboliste, il connaît bien la sécession, donc voilà, on a emprunté 2 tableaux de la Pinacothèque de cette veine symboliste assez inquiétante. Vous voyez ce tableau qui est arachné, hein, voilà, où on voit en effet tout ce qui doit à la sécession viennoise, ou cette grande allégorie de l'archange près de cette croix. Alors ce phénomène que l'on a vu donc apparaître avec la sculpture ou la peinture, bien entendu, il est encore plus marquant pour l'architecture, puisque Othon Ier fait appel à Leo von Klenze, donc le grand architecte de Munich, avec un retournement assez amusant, c'est-à-dire qu'en effet, Munich, dans les années 1820, 1810, 1820, c'était voulu une nouvelle Athènes, et voilà qu'Athènes va devenir une nouvelle Munich. Alors, je vous invite à regarder avec attention l'ensemble des plans que nous avons rassemblés de l'Athènes de 1826 et de 1837, puisque vous avez en haut ici à gauche donc le plan d'Athènes en 1826, c'est exactement l'Athènes de la fin du XVIIe siècle ou de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire une petite ville ottomane qui s'est déployée uniquement au nord donc, de l'Acropole, et on voit progressivement comment Klenze et ses élèves, notamment Ziller, qui est l'auteur donc du grand musée archéologique d'Athènes à la fin du XIXe siècle, donc, ont imposé un vocabulaire néoclassique. Hein, c'est l'occasion de vous dire, aller à Athènes pour découvrir ce patrimoine architectural athénien. L'Académie, l'université, donc sont de magnifiques bâtiments. Il y a aussi de très beaux hôtels particuliers de la fin du XIXe siècle. C'est le cas, par exemple, du musée numismatique et l'ancienne maison de Schliemann. Et dans ce vocabulaire néoclassique, il y a aussi une petite voix française. Donc, je voudrais citer Boulanger, donc, qui a travaillé notamment au projet de la cathédrale, donc de la grande métropole d'Athènes, ce qui vaut au musée des Beaux-Arts de Lille de posséder un fonds Boulanger, hein, et vous voyez que ce vocabulaire donc, est d'abord un vocabulaire néo-byzantin, donc voilà, une nouvelle capitale sortie finalement tout droit de la tête de beaucoup d'architectes allemands, mais avec aussi une part à donner aux architectes français. Et c'est dans ce contexte de création d'une nouvelle capitale qu'il faut placer ou replacer la création de l'école française d'Athènes dans des circonstances politiques très particulières. En effet, je vous ai parlé des troubles liés donc au règne d'Othon Ier, et bien entendu, la France essaye d'avancer ses pions, et presque un voyage officiel, donc en 1846, voilà un grand tableau qui nous vient de Versailles, de Papetit, qui fait le voyage de 1846-1847 à l'occasion donc d'un voyage d'État d'un des fils de Louis-Philippe. Il est clair que les Français imaginent peut-être qu'un jour ce sera un prince français qui régnera en Grèce. Bon, finalement, la révolution de 1848 en a décidé autrement. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte politique très particulier qu'est créée l'école française d'Athènes. Donc cette école française d'Athènes, pardon, je vais aller trop vite, donc qui est à l'origine n'est pas une école d'archéologie, qui est donc la première école française à l'étranger, donc suivront l'école française de Rome, celle de la Casa Velasquez, l'école française du Caire, etc. Mais qui très rapidement, donc on y envoyait des jeunes agrégés qu'on appelle les Athéniens, donc aussi pour développer l'usage du français parmi les élites grecques, hein, et ça a porté ses fruits, puisque jusqu'à aujourd'hui, une grande partie des élites grecques parlent le français. Mais très rapidement, donc, ces jeunes agrégés envoyés en Grèce pour connaître ce pays moderne vont explorer le pays et faire des fouilles. Et là, on présente donc un troisième temps de l'archéologie. Et vous voyez comment à chaque fois cette histoire de l'archéologie croise l'histoire politique du pays. Donc en 1870, Émile Burnouf, donc un membre de cette école française d'Athènes, est le premier à fouiller à Santorin, donc la plus méridionale des Cyclades. Il découvre une civilisation jusqu'alors inconnue, puisque cette île a connu un événement traumatique au milieu du deuxième millénaire, vers 1500 avant Jésus-Christ, un énorme tremblement de terre entraînant un tsunami et l'effondrement donc
donc d'une partie de cette île. Donc une culture du milieu du deuxième millénaire, complètement inconnue. Donc ça a été un vrai choc, d'abord parce que pour la première fois, vous voyez ici une coupe, on commence à comprendre des éléments d'une stratigraphie, qu'en fouille, finalement, plus on s'enfonce, plus on remonte le temps, mais aussi parce que cette culture était complètement inconnue des textes littéraires. Alors même si certains disent que la tradition de l'Atlantide chez Platon remonte à cet événement traumatisant du milieu du deuxième millénaire. Donc c'est ainsi que progressivement, cette école française d'Athènes, donc voilà le bâtiment de la fin du XIXe siècle, qui existe toujours au pied du mont Lycavette, donc a conduit un certain nombre de fouilles. On présente ici des documents d'archives comme le journal de la Grande Fouille de Delphes, dont je dirai un mot. Et surtout, donc, cette archéologie devient une véritable discipline. Je vous ai parlé de la stratigraphie, avec l'usage massif de la photographie, donc du relevé. Vous avez en effet ici ces premières fouilles, ces grandes fouilles des années 1870-1880, qui sont systématiquement documentées et rapidement publiées. On passe donc, vous voyez, de cette archéologie consulaire à une archéologie d'expédition militaire à une véritable discipline scientifique qui commence à s'imposer dans les années 1870-1880. Alors, il ne faudrait pas oublier que ce moment de la construction, vous voyez, d'un État et de sa culture est un moment aussi très particulier en ce qui concerne donc à la fois la photographie et la littérature. La photographie parce que, bien entendu, cet art inventé en 1839 est très rapidement adopté en Grèce avec d'abord parce que des artistes, les premiers photographes, vont faire de la Grèce un sujet. Donc vous avez ici de très rares clichés de Giraud de Prangé, donc prêtés par le musée d'Orsay. Mais ce qu'il est intéressant de constater, c'est que très rapidement, donc, des photographes grecs vont développer une manière de représenter la Grèce. Et c'est intéressant parce que ça contribue, bien entendu, à cette construction de cette identité nationale. Vous voyez ce type de grands albums de photographie, celui-ci donc attribué récemment à Margueritis, un des grands photographes grecs des années 1860, offert au prince impérial. Donc il faut imaginer que ce sont des cadeaux diplomatiques qui rassemblent des images de la Grèce et qui présentent finalement la manière dont la Grèce veut se représenter aussi à l'étranger. Voilà un de ces albums, celui-ci nous l'avons publié en ligne, il appartient en collection du musée Guimet, qui est comme un voyage idéal de la Grèce, donc du Pirée en visitant un certain nombre de lieux. Et j'ai été trop vite à nouveau. Donc, et vous savez que ces grands photographes que sont les Sébas, qui sont des photographes installés à Constantinople, installent également donc un atelier à Athènes et diffusent une certaine manière de regarder, de voir la Grèce. Donc la photographie a également joué un rôle dans cette création d'une identité culturelle grecque. Et bien entendu, il faut dire un mot de ce débat sur la langue, qui vous paraîtra, si vous ne connaissez pas le sujet, étonnant. Et c'est très difficile de montrer dans une exposition ce qui touche à la langue, dans la mesure où, en effet, la langue grecque était restée, bien entendu, langue de l'Église. Donc, c'est-à-dire ce grec de la fin de l'époque hellénistique, qui est une langue savante, mais bien entendu, le grec s'était aussi développé au XVIIe, XVIIIe siècle, avec notamment un mouvement proche des Lumières, avec la volonté de développer avec une littérature savante en langue grecque, mais c'est rapidement posé la question donc de quelle langue allait devenir la langue nationale, avec un débat sur la purification de cette langue, chasser les mots d'origine étrangère de cette langue, donc ce qu'on appelle en grec la katerivoussa, donc la langue pure. Et il se trouve que dans cette histoire de la langue grecque moderne, donc qui est toujours très vive, c'est un des rares pays où on en arrive à la fin du XIXe siècle à des combats dans les rues sur la question de la langue et de sa transcription. Un Français a joué un rôle déterminant qu'on a voulu rappeler ici, c'est Firmin Didot, un éditeur que vous connaissez peut-être, et donc qui est l'éditeur qui a été choisi et qui a développé la typographie des caractères grecs modernes et qui a lancé en Grèce donc la possibilité d'imprimer du grec moderne, donc une petite histoire française à l'intérieur, alors que se développe, nous l'évoquons ici par quelques romans, donc une littérature profane, bien entendu grecque, tout au long du XIXe siècle. Alors j'ai commencé avec la création de l'école française d'Athènes à évoquer ce temps des grandes fouilles, et en introduction à ce temps des grandes fouilles, nous avons voulu évoquer un moment très particulier, qui est l'exposition au Palais de l'Industrie à Paris de moulage en 1862. Alors il s'agit d'une histoire aussi intéressante. Un inspecteur de l'instruction publique et des beaux-arts, comme on disait à l'époque, qui s'appelle Ravesson-Molien,
donc a comme objet donc, de rassembler des moulages, des œuvres, des sculptures grecques pour renouveler donc l'apprentissage du dessin dans les écoles de dessin partout en France. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, nous sommes en 1862, au Palais de l'Industrie, c'est la grande exposition qui a présenté la collection Campana, les fouilles Renan, etc., les fouilles de Macédoine. Mais là, il a pour objet de rassembler ce qu'on croit savoir de la statuaire grecque. Alors qu'est-ce qu'on sait en 1862 de la statuaire grecque ? Rien ou presque. Vous voyez que là, vous avez ici ces moulages, qui sont des moulages faits et présentés en 1862 à Paris. Vous avez au premier plan ici ce qu'on appelle un kouros, donc une sculpture archaïque qui est conservée à Munich, qui est la seule sculpture archaïque connue à l'époque, donc le kouros de Ténéa. Et ensuite, vous voyez un certain nombre d'œuvres, donc que Ravissant-Molien, avec la science de ce temps, croit être grecques et qui sont en fait des œuvres romaines, c'est-à-dire qu'en 1862, donc assez tard, au XIXe siècle, on ne sait encore rien de la sculpture grecque. Alors, cette introduction nous permet de mettre en perspective le temps des grandes fouilles et l'apport de ces fouilles, parce qu'il faut comprendre qu'en une génération, entre 1870 et 1900, donc la connaissance archéologique de la Grèce, la matérielle, a été complètement modifié, renouvelé d'une manière qu'il est difficilement envisageable aujourd'hui de le penser. Alors, on a voulu évoquer deux grandes fouilles. La grande fouille grecque, c'est celle de l'Acropole, dont on va dire un mot dans un instant, mais les Français et l'École française d'Athènes sont à l'origine de deux explorations systématiques de l'île de Délos à partir de 1873. Donc vous avez ici un certain nombre des documents qui sont produits par les fouilleurs de restitution. Alors cette île de Délos, vous le savez, c'est une véritable découverte ou redécouverte, puisque cette île a été abandonnée à la fin de l'Antiquité et que les archéologues français découvrent donc une ville intacte avec des maisons, des citernes et notamment des mosaïques. Et donc pour la première fois, une de ces mosaïques, elles sont toutes en place encore, donc depuis la grande fouille de Délos, à l'exception de celle-ci, donc un Dionysos sur une panthère. Alors bon, c'est un Dionysos un peu particulier avec des ailes. La panthère, on a l'impression que les Grecs n'ont jamais vu donc une panthère, donc c'est une espèce de tigre-panthère, donc ils confondent les deux. Mais peu importe, ce sont des mosaïques de sol, donc en petites tesselles, donc un chef-d'œuvre de l'art de la couleur dans la Grèce hellénistique, donc document très très rare, qui pour la première fois donc est présenté donc à Paris, provenant du musée archéologique de Délos, simplement parce que progressivement donc le directeur de la circonscription archéologique des Cyclades veut rentrer au musée de Délos les mosaïques. Donc prêt exceptionnel de cette mosaïque. La deuxième grande fouille qu'on veut évoquer, c'est la fouille de Delphes. Donc avec aussi, la France obtient la concession de la fouille de Delphes en 1892, et ce pour 10 ans, jusqu'en 1903. Alors, c'est une aventure archéologique invraisemblable. Il a fallu un vote exceptionnel du Parlement français pour dégager des crédits, puisque un village s'était installé sur le site de Delphes, que les maisons ont été achetées les unes après les autres, donc puis déplacées. La France a construit un nouveau village, puis a engagé plus de 200 ouvriers. C'est vraiment la fouille de Delphes, c'est le triomphe de l'ingénierie française. Donc, ce sont des ingénieurs venus d'ailleurs des ponts et chaussées, venus du rail, qui installent donc à Delphes des rails pour évacuer les déblais, avec aussi, et c'est à souligner, grâce au prêt exceptionnel du musée byzantin d'Athènes, donc pour la première fois, une forme de respect donc du passé post-classique, puisque généralement, vous savez, l'archéologie, c'est très destructeur. Quand on fouille, on détruit ce qui est au-dessus des périodes que l'on veut fouiller. Et donc, pour une des premières fois, dans la grande fouille de Delphes, une église du XVIIIe siècle, qui se trouvait à l'emplacement du gymnase antique de Delphes, a été photographiée systématiquement, relevée, et les fragments originaux de ces fresques ont été prélevés et sont aujourd'hui exposés au musée byzantin d'Athènes, et ils ont été prêtés, donc, exceptionnellement, donc, pour cette exposition. Donc, nouvelle sensibilité, vous le voyez, à l'art byzantin et post-byzantin, qui voit le jour donc à la fin seulement du XIXe siècle. Alors cette aventure humaine, on en a une idée avec les envois de l'école des Beaux-Arts, puisque l'architecte Albert Tourner, donc ces documents sont aujourd'hui à l'école des Beaux-Arts, donc fait un relevé du site archéologique, et là aussi, donc cette exposition nous vaut le plaisir de présenter parmi les chefs-d'œuvre du musée archéologique de Delphes. Bon, personnellement, je pensais jamais possible la venue à Paris, donc par exemple cette coupe à fond blanc n'avait jamais quitté le musée archéologique de Delphes. Bon, c'est sans doute un des plus beaux vases grecs au monde, vous pouvez en apprécier même dans les agrandissements la qualité, ou par exemple donc ce brûle-parfum, donc avec la coupe à fond blanc, nous sommes dans les
les années 480-470, ici dans les années 460, donc, qui est un thymiatérium, donc un brûle-parfum, il faut imaginer de l'encens, un des chefs-d'œuvre de la sculpture de Delphes trouvé donc à l'époque de ces fouilles. Mais alors, il faut savoir que, et c'est un élément à retenir aussi dans l'histoire de l'archéologie, que contrairement à ce qui se passait bien entendu au XVIIe, au XVIIIe siècle et encore dans la première moitié du XIXe siècle, la Grèce, à partir de 1834, s'est dotée de lois protégeant le patrimoine et donc il n'y a plus de partage de fouilles. C'est-à-dire que tous les objets découverts par les Français à Délos ou à Delphes sont restés en Grèce. Et la France a obtenu l'autorisation de mouler ces œuvres, et ce qui fait que nous possédons en effet les moulages de ces œuvres, et notamment, comme vous le voyez sur ces photographies, ces œuvres ont été présentées à l'exposition universelle de Paris en 1900, et ensuite, à partir de 1901 à 1934, au Louvre même, sur le palier de la Victoire de Samothrace, que vous avez à l'écran ici, c'est l'escalier de la Victoire de Samothrace, avant sa rénovation de 1934, et vous voyez ici donc que les découvertes de Delphes y étaient présentées. Alors ça nous vaut la présence en France, donc vous voyez, de moulages incroyables, à échelle 1, comme celui du Sphinx des Naxiens, ou comme celui donc de l'Aurige de Delphes, et c'est l'occasion de dire que le voyage en Grèce à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, est encore rare, exceptionnel, et que c'est ces moulages que les savants, les artistes ont vus. On a présenté ici, et vous le voyez à l'écran, une robe de Mario Fortuny qui s'appelle Delphos, qui est un prêt du musée des arts décoratifs, donc une robe de soirée que Sarah Bernard ou Isadora Duncan, par exemple, de personnalités importantes dans ce rapport à l'Antiquité au début du XXe siècle, ont porté. Et cette robe doit son nom et a été inspirée par l'Aurige de Delphes. Mais Mario Fortuny n'a jamais vu l'Aurige de Delphes. Il a vu le moulage de l'Aurige de Delphes à l'exposition universelle de Paris en 1900 et sur les paliers de l'escalier de la Victoire de Samothrace. De la même manière, vous entendrez, deuxième morceau musical qu'on fait entendre dans l'exposition, autour de ce monument qu'on appelle la colonne des danseuses, vous entendrez une ode de Debussy, et de la même manière, Debussy, qui a composé une ode aux danseuses de Delphes, n'a jamais vu les danseuses de Delphes, il n'est jamais allé à Delphes, mais c'est bien ce moulage, et non pas un autre tirage, qu'il a vu donc à l'exposition universelle de Paris. Alors on imagine mal le choc esthétique de ces découvertes. Je vous présente ici à l'écran les deux moulages qui étaient présentés donc, en 1900 et ensuite au Louvre de ces deux statues masculines qu'on appelle improprement d'ailleurs Cléobis et Biton, qui doivent dater des années 570-560 avant Jésus-Christ. Donc imaginez le choc esthétique de la découverte de cet art grec que les fouilleurs ont appelé primitif. Ils étaient tellement surpris par le style qu'ils qualifient d'abord d'égyptisant, massif, un peu brutal, très loin de ce qu'on croyait être l'art grec encore en cette fin du XIXe siècle. Et donc cette révolution esthétique, elle explique en effet donc l'impact de ces nouvelles découvertes, avec aussi une question très importante que nous évoquons dans cette partie de l'exposition, qui est la découverte de la couleur, autour d'une famille. C'est un petit pas de côté que nous faisons avec des artistes suisses qui sont les Gilliérion, Émile Gilliérion et son fils, Émile Gilliérion. Ils se prénomment tous les deux Émile, que vous connaissez sans connaître, qui sont des artistes suisses, qui sont formés à l'école des Beaux-Arts de Paris et qui font le voyage en Grèce dans les années 1860 et qui s'installent en Grèce. Et vous les connaissez sans les connaître, puisque grâce à la générosité du dernier descendant de cette famille, qui vient de léguer ses archives à l'école française d'Athènes, nous venons de découvrir, et c'est un des inédits de l'exposition, que ce qu'on croit être la première affiche des Jeux Olympiques modernes d'Athènes de 1896, donc clin d'œil, puisque vous voyez à la fois tout le vocabulaire néoclassique avec ces jeux olympiques, et puis vous voyez une bicyclette donc, sur la gauche. Donc ce n'était pas des affiches, il n'y avait pas des affiches dans les premiers Jeux olympiques, c'est un programme, et ben c'est les Gilliérion qui composent cela. Mais ces Gilliérion, ils sont aussi connus parce qu'ils travaillent avec tous les archéologues, et notamment ils assistent en direct à la découverte donc, des fouilles de l'Acropole dans les années 1880, en 1886 très précisément, et ils sont ceux qui ont relevé les traces de couleurs. Et vous voyez, ils le font donc de cette manière, on le sait maintenant, on commence à connaître cette fabrique de la couleur, puisque est présenté ici donc des œuvres, des toiles peintes par les Gilliérion, donc ils sont là au moment de l'ouverture de la fosse en 1886, ils peignent ce qu'ils voient et ensuite ils produisent des moulages avec des traces de couleur. Alors aujourd'hui, c'est un fragment qui était aujourd'hui conservé au musée de l'Acropole, les traces de couleur ont presque complètement disparu.
Donc, et vous voyez, ces documents témoignent de cet impact de la couleur. Alors je vous disais que ces Gilles-Lirions, vous les connaissez, parce que si vous avez visité Knossos, le Knossos d'Evans, les fresques donc, ont été restaurées par les Gilles-Lirions. On les accuse aujourd'hui, et c'est de bon ton de les accuser, de beaucoup d'imagination. Vous voyez notamment, voici un relevé de reconstitutif de la fresque dit du Sceau du Taureau, hein, du palais de Knossos, des collections de Saint-Germain-en-Laye. Donc, finalement, c'est grâce aux Gilles-Lirions que ces fresques minoennes, donc du 2e millénaire avant Jésus-Christ, sont connues et répertoriées. Et ces Gilles-Lirions, vous les connaissez aussi parce qu'ils se sont spécialisés dans la reproduction, notamment des objets mycéniens. Ils vendaient un kit mycénien. Vous voyez ici leur carte postale publicitaire. On pouvait acheter en 1900. Ils ont eu une médaille de bronze à l'exposition universelle de 1900. Vous voyez, c'est ce genre d'objet, donc du trésor de Mycène, le masque d'Agamemnon, les objets, reproduction faite pour les musées archéologiques, bien sûr. Et donc, vous voyez, c'est l'époque où donc, la question de la couleur dans l'architecture et la sculpture antique se pose avec une acuité en raison de ces nouvelles découvertes. C'est parce que les fouilles de l'Acropole, de Delphes, de Délos révèlent cette couleur que cette question se pose, et c'est à l'époque, et ce n'est pas un hasard, que les premiers fragments de sculpture grecque archaïque rentrent dans les collections du Louvre. Je ne vous cite ici que la tête du cavalier rampant, cet extraordinaire fragment de sculpture grecque archaïque, qui est exposé à l'exposition universelle de Paris de 1878 et qui rentre par donation au Louvre en 1896. Je voudrais simplement dire que sans les grandes découvertes, sans cette question de la polychromie qui devient une question d'actualité, un objet comme celui-ci, un fragment comme celui-ci, n'avait aucune chance de rentrer dans les collections du Louvre. Vous voyez comment le goût et la découverte, les découvertes archéologiques ont un impact aussi sur la politique d'acquisition donc du musée du Louvre. Alors c'est le moment où cette question de la couleur dans la sculpture et l'architecture grecque bat son plein, et on a pu rassembler une partie de l'extraordinaire collection de l'École des Beaux-Arts. On n'avait plus revu ces aquarelles depuis l'exposition Paris Roman Thème en 1982. Donc ce sont des morceaux de bravoure. Donc, puisque ces architectes, qui sont au Grand Prix de Rome, font le voyage en Italie ou en Grèce et doivent, comme travail finalement, donc envoyer un état restitué d'un bâtiment antique. C'est le cas ici pour le Parthénon, un peu exagéré pour les couleurs bleues et rouges, mais allez le voir de près, c'est prodigieux d'invention, d'inventivité et de qualité esthétique. Et l'exposition se termine, comme je vous l'indiquais tout à l'heure en introduction, par la dernière grande salle consacrée aux artistes grecs présentés à Paris dans différentes expositions à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Pour ce faire, nous avons travaillé à reconstituer deux pavillons de la Grèce. Le pavillon de la Grèce en 1889, que vous avez ici à l'écran à droite, et le pavillon de la Grèce en 1900, parce que ça nous a paru symptomatique d'un changement dans la présentation de l'identité grecque. Comme vous le voyez sur ces photos, en 1889, le pavillon de la Grèce à Paris est un bâtiment néoclassique, donc, alors que, comme vous le voyez également, en 1900, c'est un bâtiment néo-byzantin. La Grèce passe de l'affirmation, de la revendication du passé antique à l'affirmation et la revendication du passé byzantin. Alors, grâce à des prêts exceptionnels de la Pinacothèque d'Athènes, je voudrais souligner cette générosité, c'est la première fois que ces œuvres sont présentées à Paris, donc avec la volonté de mes collègues et de moi-même de faire découvrir ces artistes qui sont méconnus en France, mais il faut savoir que la Pinacothèque vient à peine de rouvrir ce 25 mars 2021, après des années de fermeture, et qu'ils se sont dessaisis de leurs plus beaux chefs-d'œuvre de la peinture, et notamment de la peinture de genre, de la fin du XIXe siècle. Vous avez ici donc ce Niképhoros Lytras dont je vous parlais, qui est ce représentant donc de l'école de Munich, qui est en effet l'artiste phare, l'artiste majeur que les Grecs envoient à Paris. Donc c'est intéressant, nous sommes à Paris, là c'est l'exposition universelle de 1878, un très beau tableau de la Pinacothèque et un autre de la fondation Lembesis. Leventis, pardon, et vous voyez que cette peinture, celle qui est envoyée, la manière dont la Grèce se représente, c'est d'abord une peinture de genre. Les Grecs n'envoient pas de peinture d'histoire, donc ils envoient de la peinture de genre à Paris, peinture de genre presque monochrome, blanche, marron, noire, donc très influencée donc, par la peinture hollandaise, redécouverte dans les années 1860-1870, peinture de genre, donc avec tous les codes de cette peinture de genre
donc il est trop tard pour que j'insiste, mais de magnifiques tableaux que ce baiser de Niképhoros Lytras. Voilà ce pavillon donc, de l'exposition de 1889, avec, comme vous le voyez donc, dans cette photographie ancienne, en avant de ce pavillon, une sculpture d'une Athéna Promakos, combattante de Léonidas Drossis, ce sculpteur néoclassique dont je vous parlais. Vous avez une de ses œuvres ici prise à Athènes, et c'est cette fois-ci Nikolaos Gysis qui est envoyé à l'exposition de 89, de nouveau peinture de genre, un genre un peu ténébreux, cette peinture qui s'appelle Le Vœu, où on voit en effet une jeune femme épuisée qui veut en effet faire le vœu à propos de ses fiançailles dans un paysage chaotique, apocalyptique. Donc une peinture déjà presque symboliste. Le pavillon de la Grèce en 1900, et ce n'est pas anecdotique, est en effet à la forme d'une église byzantine, alors la forme seulement, parce que c'est une architecture de fer et de pierre agrafée, et on y présente au moins deux artistes importants, donc, et qui marquent une forme de tournant. Celui qu'on a choisi finalement pour faire l'affiche de cette exposition, c'est Jacob Ritsos, donc qui va finir par s'appeler Jacob Rizzo, puisqu'il s'installe à Paris. C'est un élève de Cabanel. Et donc vous voyez qu'on assiste autour de 1900 à une deuxième génération d'artistes grecs, cette fois-ci formés à Paris. Rizzo est le premier, avec cette soirée athénienne. Vous voyez, donc Rizzo finalement peint dans le style de Cabanel, notamment pour ces femmes blondes. Ici, avec un objet où il retient de cette peinture de genre un peu orientalisante, simplement le décor, avec, vous voyez, l'acropole au coucher du soleil, avec au premier plan le réalisme dans la représentation de ce petit meuble ottoman. Pour autant, c'est Paris à Athènes ou Athènes à Paris, puisque vous voyez que ce jeune militaire, sans doute un prince de la famille royale, le prince Nikolaos, donc, et ces femmes sont des Parisiennes comme les autres, donc magnifique morceau aussi de virtuosité dans la représentation des couleurs, puisque bien entendu il s'agit aussi de représenter, de montrer son savoir-faire de peintre, ici avec cette digression à base de rose. Une peinture 1900, un peu facile peut-être, mais qui est très appréciée, et qui montre qu'on est passé de l'école de Munich à l'école de Paris. Alors, pour autant, à cette exposition universelle de 1900, celui qui obtient la médaille d'or de l'exposition dans le domaine de la peinture, c'est le plus grand représentant donc de cette école de Munich, qui est Georges Iacovidis, donc qui ensuite est devenu d'ailleurs le premier directeur de la Pinacothèque d'Athènes, et il remporte le premier prix pour ce tableau. Donc, vous voyez, qui est très loin de notre sensibilité, qui est de cette forme qu'on a appelé le peintre des enfants. Alors, c'est le format qui frappe, dans la mesure où c'est un format de peinture d'histoire, alors que c'est une peinture de genre, des enfants réunis avec la volonté de croquer avec un certain réalisme des attitudes différentes. Regardez la trogne de celui qui utilise un arrosoir comme trompette, et avec la présence discrète toujours donc de la tradition religieuse. Vous voyez donc en fond l'icône de la Sainte Face présent, et qui unifie par la lumière aussi cette scène donc de celui qu'on a appelé le peintre des enfants. Et dans cette section, on a voulu également marquer ce passage de l'école de Munich à l'école de Paris par un autre de ces représentants, de ces artistes grecs formés à Paris, qui est Théodoros Rallis. Donc Rallis est lui un élève de Jérôme. Il y aurait une magnifique exposition à faire sur les élèves de Jérôme. Donc il est formé à Paris et il peint à Paris. Et ce tableau qui s'appelle Le Butin est présenté à Paris en 1906. Et vous voyez que c'est un des rares peintres d'histoire. Je vous ai dit que généralement c'était la peinture de genre qui était présentée à Paris dans les expositions universelles. Ici, en 1906, ce n'est d'ailleurs pas une exposition universelle. À la manière de Jérôme, Rallis utilise des accessoires et des objets très réalistes. C'est la raison pour laquelle donc nos collègues du musée Benaki ont voulu citer ce vêtement très précis. Cette femme ne porte pas n'importe quel vêtement. Elle porte un vêtement de la ville de Mégare, donc en Grèce centrale. Donc vous voyez, donc c'est une citation très très précise d'un vêtement, ce n'est pas du folklore, avec la volonté, vous voyez, d'inscrire cette scène dans une réalité particulière. Le sujet est lié bien entendu au contexte de guerre. Donc les guerres ont repris avec l'Empire byzantin, ou plutôt contre l'Empire byzantin, la grande guerre très meurtrière en 1897, et nous sommes un peu avant les événements que vont devenir les guerres balkaniques
Donc, mais progressivement, donc, le royaume grec cherche à s'étendre vers le nord, en conquérant la Thessalie puis la Macédoine. C'est dans ce contexte exacerbé donc, de lutte contre l'Empire ottoman que l'identité byzantine est de plus en plus affirmée. Pourquoi l'identité byzantine? Avec le rêve que Constantinople redevienne la capitale de ce nouveau royaume des Grecs, et non pas simplement du royaume de Grèce. Et vous voyez, c'est presque un tableau de propagande, puisqu'il s'agit d'une Grèce 2 fois bafouée, l'Église orthodoxe vandalisée, et la femme violée, qui est comme une citation de la Grèce sur les ruines de Missolongite de la Croix, la même femme brune, à la peau blanche, avec la chemise déchirée. Donc, tableau qui s'explique, vous voyez, dans ce contexte d'exacerbation des luttes contre l'Empire ottoman, et qui explique aussi comment l'identité byzantine va devenir, à la fin du XIXe siècle, un véritable un élément clé de l'identité grecque. C'est la raison pour laquelle cette exposition se termine également, donc elle a commencé par la présentation des icônes byzantines et post-byzantines, et elle se termine également par la présentation donc des études byzantines en France. Parce que ce n'est pas un hasard, je vous ai évoqué tout à l'heure la naissance de la discipline archéologie grecque, ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle seulement que progressivement, l'art byzantin comme discipline scientifique voit le jour, progressivement, et notamment c'est le moment où, je vous présente ici quelques œuvres, où le Louvre se pose la question donc, de la présentation donc, de la peinture byzantine. Le Louvre décide à la fin du XIXe siècle finalement de conserver les primitifs italiens, et envoie en dépôt ce qu'il considère alors comme de la peinture byzantine. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois, on a rassemblé des œuvres qui avaient été envoyées à la fin du XIXe siècle en dépôt à Tournus, par exemple, ou à Montauban. Vous avez ici la réunion des quelques icônes qui étaient présentes dans les collections du Louvre au XIXe siècle. Et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle également donc, que des objets byzantins arrivent dans les collections du Louvre. Vous voyez ici le magnifique reliquaire de Jaucourt, qui est un objet anciennement en France, sans doute un objet du XIe siècle, le petit reliquaire de la Vraie Croix, le petit monument rectangulaire, mais qui a été comme vous le voyez, donc englobé dans un reliquaire d'époque gothique à Jaucourt, donc Jaucourt c'est dans l'Aube, et ce n'est qu'au début du XXe siècle que ce reliquaire rentre dans les collections du Louvre. Donc les premiers objets byzantins rentrent que très tardivement, au-delà donc de ceux qui étaient déjà dans les collections royales françaises, notamment dans le trésor de Saint-Denis. C'est le moment où le musée de Cluny hérite de ce suaire de Charlemagne, donc on découvre qu'il n'est pas un élément antique, comme on le croyait jusqu'à présent, mais qu'il est bien un des rares tissus byzantins conservés en France, sans doute du 7e ou du 8e siècle, et qui est donc, pour cette raison, parce qu'il est médiéval, donné au musée de Cluny en 1895. Donc au moment où on s'interroge à nouveau sur la question de comment présenter l'art byzantin au musée du Louvre, c'est intéressant de rappeler quelle est l'histoire de la dispersion de cette collection à la fin du 19e siècle, à un moment où naît la discipline de l'art byzantin, avec notamment un personnage qu'on a voulu évoquer, un autre membre de l'école française d'Athènes, qui s'appelle Gabriel Millet, donc, qui explore la Grèce à la fin du XIXe siècle, qui vaut à la France, à l'école pratique des hautes études, de posséder un fonds extraordinaire donc, pour l'étude de l'art byzantin, donc des églises, donc fonds de photographie, fonds de dessin, de relevés, des églises donc médiévales grecques, notamment donc de Mystra ou de Daphne. Et l'exposition se termine par, je vous l'ai dit, comme en miroir, après avoir commencé en 1675 à Athènes avec l'ambassade de France, en 1919 à Paris, avec la présentation d'artistes grecs d'avant-garde, un événement méconnu qui a fait l'objet d'une belle exposition à Athènes, dont nous reprenons certains éléments, artistes complètement méconnus aussi en France, et je pense que là aussi, qui méritent d'être redécouverts, dans un contexte qui est lié à un contexte politique très précis, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Grèce est du côté des vainqueurs, et le Premier ministre grec, Elefthérios Venizelos, espère donc obtenir la réalisation de ce que les Grecs appellent la grande idée, c'est-à-dire que Constantinople soit donnée comme capitale à la Grèce, et que notamment donc, les Grecs d'Asie mineure soient également intégrés au royaume de Grèce. Donc c'est dans ces cours de tractation, vous savez que finalement ça n'a pas été le cas, donc, et que entre le traité de Sèvres et le traité de Lausanne, justement les Turcs ont refusé justement cette répartition des choses. Quoi qu'il en soit, dans ce contexte, en 1919, des artistes grecs sont présentés à Paris, à la galerie de la Boétie. Et c'est très intéressant de constater qu'en 1919, qu'est-ce que les Grecs envoient ou qu'est-ce que les Grecs veulent montrer? Ils veulent montrer des artistes qui
qui connaissent parfaitement les avant-gardes européennes. C'est le cas d'un peintre merveilleux qui est parthéniste, qui est, comme vous le voyez, un peintre symboliste, qui a beaucoup regardé Odilon Redon ou Maurice Denis. C'est le cas aussi donc d'autres artistes comme Maléas ou Galanis qui sont proches des cubistes. C'est le cas aussi donc du fils de Niképhoros Lytras, donc Nikos Lytras, qui lui a regardé du côté de la sécession, mais aussi du Blaureiter munichois, donc avec notamment ce portrait du jeune K. Donc voilà, donc des artistes, et ce qui est intéressant à relever, qui veulent affirmer que l'art grec, en ce début du XXe siècle, est un art grec qui connaît les autres avant-gardes et les autres centres et foyers de la production artistique européenne du XXe siècle. Et c'est intéressant de constater que la critique française a été très sévère avec cette exposition de 1919, ne comprenant pas pourquoi ces artistes-là avaient été choisis, espérant toujours des sujets orientalistes ou des sujets à la Grèce, c'est-à-dire renvoyant la Grèce à un héritage qui n'est pas le sien. Et vous voyez que c'est la raison pour laquelle nous avons voulu terminer avec cette exposition en 1919, que nous sommes passés d'une province ottomane qui progressivement a voulu faire ressusciter son passé antique, qui ensuite a voulu affirmer son passé byzantin, que finalement sa modernité est passée par Munich et Paris, et qu'en ce début du XXe siècle, les artistes grecs veulent simplement être des artistes européens comme les autres, et que ainsi la Grèce voulait affirmer donc son appartenance pleine et entière à l'Europe moderne et contemporaine. Et vous voyez que c'est rare de pouvoir en quelques siècles ainsi, à travers cette grande traversée, comprendre un peu mieux donc ce qu'est l'identité culturelle de la Grèce. Donc cette exposition, vous l'avez compris, c'est d'abord une exposition d'amoureux de la Grèce qui veulent faire découvrir ce pays, découvrir ses artistes. Si à l'issue de cette présentation, à l'issue de votre visite, vous avez envie de voir d'autres œuvres de ces artistes, de Lytras, de Parthénis, qui sont de très grands artistes, je crois qu'on n'aura pas perdu notre temps. Je voudrais, pour conclure, remercier ceux qui ont rendu possible cette exposition, parce qu'une exposition complexe à réunir, donc d'abord, bien entendu, le ministère de la Culture grecque et tous nos collègues, mais aussi donc ceux qui nous ont soutenus dans cette aventure. Donc, je voudrais citer ici l'USIS, Art Mentor Fondation à Lucerne, DS Automobile, Fimalac, le domaine Clarence Dillon, Placoplâtre qui nous accompagne depuis des années sur la restauration de ces moulages, Iméris, donc la fondation EDF, la fondation Leventis, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous a aussi prêté ce très beau tableau, parce que ce n'est pas une exposition risquée, c'est une exposition de passionnés, et j'espère que je vous ai convaincu, c'est-à-dire d'aimer la Grèce pour de bonnes raisons.